On va parler aujourd'hui des techniques SEO pour améliorer la notoriété de votre site internet. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez déjà un site internet, mais que vous ne générez pas assez de trafic, que le site il est là, mais vous dites entre vous-même que qu'il ne sert vraiment à rien, que voilà, il est juste là, il présente votre entreprise, mais que vous n'avez pas assez de conversion, que vous n'avez pas assez de visiteurs sur votre site web, etc. Bon, donc là, on va commencer avec des chiffres. Il faut savoir qu'en 2023, il y a plus de 3,5 milliards de requêtes journalières sur Google et que 75% des clics se font sur les trois premiers résultats de Google. Donc, je vais vous montrer par la suite un schéma. Voilà. Donc, vous voyez là, donc on a donc ça c'est l'interface de Google. Donc là ici on va taper notre mot-clé, on va avoir les résultats de recherche, ça va être donc la première page. Donc en premier lieu donc on va voir les résultats payants et puis les résultats organiques. Donc les résultats organiques donc ça va être les résultats non payants. Donc ça va être les sites ou les pages pour lesquels les propriétaires n'ont pas payé pour apparaître en première page, mais c'est des gens donc qui ont travaillé leur référencement pour avoir le maximum de clics sur leur site web. Donc, une étude a montré que pour les résultats organiques, donc que 75% des clics se font sur les trois premiers résultats. D'accord? Donc, si on apparaît dans la deuxième ou troisième page ou en bas des résultats de la première page, donc on va avoir moins de clics. Donc, bien sûr, plus on va d'une page à une autre, plus on va, entre guillemets, c'est mort pour nous parce que on va pas être visible. Déjà que il y a en fait des stratégies qui font que, par exemple, si dans un site web, nous avons une information que nous ne voulons plus afficher en premier lieu sur notre site web, donc on va faire exprès de la reculer dans le référencement. On va dire que, voilà, comme ce que je vous viens de dire, 30% des résultats de recherche sur les premières et les deuxièmes pages de Google ne sont jamais cliqués par les internautes. Donc, là, ces chiffres-là, ils sont un petit peu effrayants dans le sens où on se dit que si on n'est pas en première position, notre site web, finalement, il ne sert à rien. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment se hisser une place en tête de liste pour être vu et booster ses ventes. Donc, est-ce que déjà, je vais revenir vers vous. Alors, est-ce que vous avez une idée déjà sur comment faire, sur c'est quoi le SEO, c'est quoi tout ce monde, comment vous faites, vous, pour justement être vu, pour être classé dans les premières, pour pouvoir être plutôt classé dans les premiers résultats de recherche. De ce que j'ai l'impression, en fonction des pages qui sont sur ton site, accueil, présentation, etc., tu dois mettre des mots-clés qui Mhm. vont pouvoir te permettre d'être mis en avant sur Google. Et donc, même si tu crées un post, un article, etc. Chose D'accord. que je ne fais absolument pas parce que même si j'ai l'impression que c'est ça, je Mhm. trouve que les mots-clés sont tellement complexes. Enfin, c'est des mots-clés qui doivent être bien choisis, bien précis. Oui. Si tu mets coaching, il y a 12 000 coachings. Donc, c'est un peu délicat. Surtout Il qu'il y y a a 12 le 000. volume de recherche qui, oui, c'est vrai. Et la concurrence aussi donc, qui Ouais, influe c'est aussi ça. sur les mots-clés. Mhm. Et sinon, mis à part les mots-clés, donc À pour mon le... avis, ce qu'il Oui. faut avoir en tête surtout, euh, c'est qu'est-ce qui est le plus référencé, le plus recherché sur Google. Pour Mhm. tel sujet, en fait, c'est pas juste tes mots à toi, mais c'est les mots qui sont recherchés par les internautes. Ok. Ok. Normalement, il y a un truc sur Google pour ça. Mhm. Oui, effectivement, il y a un truc, il y a un outil, il y a plusieurs outils en fait sur Google pour ça. Et sinon, mis à part les mots-clés, parce que le référencement, il faut savoir qu'il se limite pas qu'aux mots-clés. Donc, est-ce que vous avez une idée sur ce qu'est le référencement en général? Déjà, c'est quoi le référencement? Et puis, Est-ce que qu'est-ce que ça inclut aussi? Est-ce que ça aurait un rapport aussi avec le nombre de clics de personnes qui viendraient sur ton site en fonction, donc par exemple si tu es sur les réseaux sociaux et que tu mets un lien qui redirige vers Oui, avec des clics, tu vois? oui, Je- oui.
Donc, en fait, le référencement, il va viser justement à augmenter le nombre de clics qu'on a sur nos pages web. D'accord? Et puis, effectivement, en fait, à partir des réseaux sociaux, donc on va lancer des liens qui vont aller vers nos pages, les pages de notre site web. Et donc ça va augmenter le nombre de clics exactement sur notre site web. Et donc ça va augmenter aussi le référencement de notre site web. D'accord? Bon, alors donc je reviens à ma présentation. Alors, donc déjà avant de commencer par la notion du SEO, d'accord? Donc on va commencer déjà par comprendre le fonctionnement de Google. Parce que il faut savoir en fait que bon, Google, il va utiliser donc des algorithmes, ces algorithmes propres à lui, il va utiliser des robots pour justement indexer notre site web et pour bien le classer. Donc, avant de passer et de comprendre le référencement, il faut bien comprendre et bien cerner le fonctionnement de Google. Alors, il faut savoir déjà pour commencer que l'objectif numéro un de Google, c'est de fournir des résultats de recherche pertinents et de haute qualité. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir taper, par exemple, sur Google, acheter des chaussures pour enfants. Lui, ce qu'il va faire, donc, le moteur de recherche, il va nous fournir les meilleurs résultats. Donc, comment qu'il va classer ces résultats-là? Donc, c'est à partir des algorithmes, ces algorithmes à lui. Donc, on va les voir par la suite. Donc, ils vont classer toutes les informations. Comment dire? En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir du contenu à Google à travers notre site web, à travers nos pages web, à travers le contenu, tout le contenu en gros qu'on va mettre sur le web, d'accord? Donc Google, en gros, en fait, c'est une base de données, on va dire gigantesque, d'accord? Donc cette base de données-là, euh, donc elle va contenir toutes les informations que nous avons entrées sur Google. Et puis, donc, à partir des algorithmes, donc, ce contenu-là, il va être classé, d'accord? Il va être indexé. Et puis, donc, il va sortir dans les résultats de recherche ou dans les SERP. D'accord? On appelle ça les SERP. OK? Donc, comment, là, donc j'ai dit comment qu'il va fournir les résultats de recherche. Donc, il va s'appuyer sur dans son fonctionnement sur son fameux robot qui est le Googlebot. Donc là, j'ai mis un petit dessin. En fait, là, on va dire, c'est une toile. C'est une toile d'araignée parce que Google, c'est comme vraiment, c'est comme une toile si on va le représenter. Donc, c'est des liens, d'accord? C'est des liens c'est un ensemble de liens entre les pages. Et donc, lui, ce qu'il va envoyer, il va envoyer son petit spider, sa petite araignée, qui est le robot, le Googlebot. Donc, il va parcourir cette maille-là de liens. D'accord? Donc, les deux principaux axes, donc on va voir ici, c'est l'indexation et le classement, donc de Google. Alors, pour commencer, donc l'indexation, c'est quoi? Donc, c'est que dès qu'il trouve une nouvelle page, donc nous, on va ajouter par exemple notre site web sur Google, on va le mettre en ligne, d'accord? Donc, Google, de son côté, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va parcourir, en fait, c'est le robot, le Googlebot, il met tout son temps à parcourir le web à la recherche de nouvelles pages. Donc, ce crawler ou ce spider ou ce bot, ce Googlebot, donc il va l'ajouter à l'index de Google. Comme je vous l'ai dit, l'index de Google, c'est vraiment cette gigantesque base de données qui va contenir toutes les pages web explorées. D'accord? Donc, il faut savoir que Google n'indexe pas les sites, il indexe des pages. D'accord? Donc, c'est vraiment ça va par page. D'accord? Sinon, quand on va indexer on va mettre notre site en ligne, quand on va l'indexer, on va indexer les pages de notre site et on peut aussi choisir de ne pas en indexer quelques-unes. Par exemple, si on veut mettre en évidence quelques pages parce qu'en fait, il faut savoir que Google, il met on va dire 2 secondes à parcourir votre site web. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui montrer ce qu'on veut montrer. Donc ça, c'est pour l'indexation. Maintenant, pour le classement, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Google, il classe les résultats de recherche.
Donc, comment il va classer ces résultats des recherches? Donc, c'est selon des critères de classement ou qui sont appelés aussi facteurs de classement, tels que on a la qualité des liens, la vitesse de chargement, l'expérience mobile, et aussi donc il utilise pour ça donc une panoplie d'algorithmes. Donc, on va voir ensemble un petit peu, on fait un petit tour sur ces algorithmes-là. Donc ça, c'est les algorithmes, on va dire, les plus célèbres de Google. Donc là, on a par exemple ici Penguin, donc ici, je sais pas si vous voyez. Donc Penguin, ce qu'il fait, c'est qu'il pénalise les sites qui utilisent des techniques de netlinking interdites par Google. Donc c'est quoi ces techniques de netlinking? C'est la forte quantité, les critères en fait de classement, c'est la forte quantité de liens entrants de faible qualité. D'accord? Donc, si on a, en fait, Google, cet algorithme-là, plutôt, il va considérer ces liens-là comme du spam. D'accord? Si on a donc plusieurs liens qui vont appeler votre site web, d'accord? Et ces liens-là, en fait, sont de faible qualité. Donc, cet algorithme-là, il va les pénaliser. D'accord? Donc, on a ici, par exemple, aussi l'algorithme Panda. Donc, il a deux actions. Il va évaluer la qualité des sites. Il va évaluer aussi le contenu des pages et le comportement des visiteurs. Donc, selon, donc, bien sûr, des critères de classement comme la clarté de l'architecture. Donc ça, je vous l'ai dit, je ne sais pas, pour ceux qui étaient présents dans l'atelier de l'expérience utilisateur. Donc, il faut avoir une bonne architecture de notre site web, une architecture assez simple, assez facile à décortiquer, on va dire. Il faut aussi donc qui est donc là, on parlait tout à l'heure des mots-clés. Donc les mots-clés, ils doivent être pertinents. Et puis par la suite, donc pour le comportement des visiteurs, on a le taux de rebond, le temps de visite, pardon. Donc ça, c'est des critères qu'on peut visualiser avec Google Analytics. Donc Alors, Panda, juste, je vais rebondir un petit peu sur oui. ce que tu dis, Sharazed. J'aimerais vous poser une question à tous. Est-ce que vous savez comment on identifie la pertinence des mots-clés? Fatima, Amélie, Julie, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on considère, ce que Google va considérer comme un mot-clé qui est pertinent? Alors, Ce qu'on a vu dans la slide de Sherazade. pas du tout, mais par contre, je pense que sur WordPress, tu as la possibilité de visualiser, ils te le mettent en vert, en fait. Ils te disent si les mots, il y a un pourcentage de pertinence, en fait, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais par contre, sur Zoho, pas du tout. J'ai pas trouvé, ça, ils ne te donnent pas de référence En en fait, c'est pas pourcentage. trop par rapport à ça. La pertinence des mots-clés, ça va plus être Google va identifier en fait, par exemple, toi, le mot-clé que tu auras choisi sur lequel tu as envie d'indexer ton site, sur lequel tu as envie de faire du référencement, d'accord? Si ton mot-clé n'est pas pertinent par rapport au contenu que tu as mis sur la page en Ouais. question, Google va se dire bah, l'information, elle n'est pas pertinente parce que ce que disait Sherazade tout à l'heure, c'est que un utilisateur, le but de Google, c'est de donner de l'information de qualité. Donc si aujourd'hui je tape coaching d'entreprise, par exemple, sur Google, mais que j'arrive sur une page où tu as voulu te mettre sur coaching d'entreprise, mais ta page, elle parle de tes services, par exemple, qui n'ont pas trop de rapport avec le coaching d'entreprise, Mhm. Google va se dire, bah ça, c'est pas pertinent. Alors que Ok. si tu as un article de blog qui parle des techniques de coaching, d'entreprise, des études de cas, ce genre de choses, là, il va se dire, OK, ce C'est de la mot-clé-là, on le cohérence. revoit dans la page, il est pertinent par rapport à la requête de l'utilisateur, Ok. la recherche qu'on fait. D'accord? C'est pour ça que tu ne dois pas choisir un mot-clé qui ne va pas être en lien avec le contenu que tu vas mettre sur ta page. Ok. Et autre chose aussi, il ne faut pas placer beaucoup de mots-clés sur la page web. D'accord? Parce que trop de mots-clés tue les mots-clés en quelque sorte. Mhm. D'accord? Donc, il faut vraiment bien choisir ces mots-clés. On va voir ça par la suite, comment choisir ces mots-clés, d'accord? Mais il faut bien les choisir pour qu'ils soient, comme ce qu'a dit là Sébastien, pour qu'ils soient en rapport avec le contenu. Il faut bien les placer aussi dans notre texte. Il faut les placer dans les H1, le titre principal. Dans le premier paragraphe aussi, il faut aussi penser à placer des synonymes de mots-clés et des mots-clés aussi qui sont en rapport avec le mot-clé principal, d'accord? Mais tout de même, il ne faut pas exagérer avec les mots-clés, d'accord? Ok. Bon.
Est-ce que vous avez des questions sinon par rapport aux algorithmes? Non. Ok, bon, on continue. Juste par Oui. rapport à ce que disait Sherazade par rapport à l'indexation, pour un exemple de pourquoi on ne voudrait pas indexer une de nos pages web de notre site web, Mhm. ce serait par exemple dans le cadre de Julie ou Fatima ou Amélie, vous avez un service à vendre et par exemple, imaginons vous avez créé une formation ou un accompagnement, mais vos clients doivent accéder à une partie privée de votre site internet. Vous n'avez pas envie que cette page-là soit accessible depuis l'extérieur, depuis Oui, Google. c'est un Parce que bon exemple. Google, Mm. quand on va taper le mot-clé dans Google, il va afficher une petite description de la page. Vous savez, quand vous faites une recherche sur Google, Mhm. on vous présente le titre de la page du site et 2-3 lignes de description. La Donc ça, vous avez métadescription. peut-être pas envie. Mm. Voilà, ce qu'on appelle la métadescription. Vous avez peut-être pas envie que les gens puissent cliquer sur ce lien-là et accéder à du contenu privé. Donc dans ces moments-là, si c'est un contenu qui est censé être privé ou confidentiel ou sensible, ce sera intéressant de le mettre en no indexation, donc ne pas indexer cette page-là pour dire à Google en gros, ok, tu peux afficher mon site web, mais par contre cette page-là, je veux pas que tu la mettes dans les résultats de recherche. Ah, ok. Et donc à ce moment-là, elle est cachée. Ouais, Elle est cachée, exactement. C'est pour cacher ça. Indexer, c'est dire à Google, ok, tu peux référencer mon site, tu peux afficher ces pages-là de mon site internet. Donc lui, par défaut, il va afficher toutes les pages qu'il va trouver sur votre site quand il va le parcourir. Mais s'il y a du contenu privé, que vous n'avez pas envie de le faire afficher, il faudra ne pas l'indexer. Donc si vous passez par WordPress, par exemple, vous aurez certainement des options quand vous créez une nouvelle page pour mettre index oui ou non, par exemple. c'est ça. Donc là, vous cochez non, et puis au moins, Google, c'est ah ok, cette page-là, il ne faut pas que je l'affiche, c'est peut-être du contenu sensible ou privé. D'accord? Même chose si vous avez des liens de téléchargement, par exemple, quand votre client achète un produit ou un Mais c'est service. ça, en fait, c'est ce que je me disais. C'est la même chose. En gros, si tu veux faire une vidéo et un support pédagogique, que tu veux que eux le reçoivent par mail et que ça apparaisse quelque part, tu peux créer un lien pour qu'ils y accèdent, mais pas que tout le Voilà, monde l'aille. Oui, C'est ça. exactement. c'est ça. Et comme ça, tu peux faire ton tunnel de vente et récupérer les mails, C'est ça, entre autres, oui. entre autres. Ok. Et aussi, il faut placer la vidéo en privé, Ok. d'accord? Parce que il faut en fait que cette vidéo-là, on ne puisse pas la partager, Oui, ok, d'accord, je ouais, vois. et qu'elle soit privée. Donc ça, c'est possible avec l'offre payante de Vimeo. Ok, Vimeo. Bon, Merci. ok, bon. Alors, donc, revenons rapidement donc aux algorithmes. Donc là aussi, on a par exemple, là, l'algorithme, par exemple, ici en bas à gauche, Pigeon, donc qui ajoute la dimension locale aux recherches. Donc ça, c'est pour ce qui est référencement local. Donc là, par exemple, si nous, on va chercher un restaurant, non, on veut partir donc dîner ce soir, d'accord? Donc on cherche notre restaurant. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va écrire, par exemple, restaurant italien pas cher, par exemple, d'accord? Donc Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous sortir d'abord les résultats de recherche qui sont dans notre ville ou dans notre commune, d'accord? Donc là, c'est grâce à cet algorithme-là, donc Pigeon, qui va ajouter donc cette dimension locale grâce à l'adresse IP. Donc, il va se baser donc, sur l'adresse IP de l'Internet. Et donc, cet algorithme-là, il va contribuer au référencement local. Et donc, on a aussi, pour le référencement local, la fameuse fiche Google My Business, donc qui aide beaucoup dans le référencement local. D'accord? Ok. Bon. Alors, donc là, on a parlé du fonctionnement de Google, on a fait un petit peu le tour des algorithmes, et donc là, on sait d'ores et déjà que Google, donc dans son fonctionnement, il va se baser sur, comme on a dit, des algorithmes et des critères, donc pour évaluer la pertinence des résultats de recherche, pardon. Et donc le SEO, où est-ce qu'il en est dans tout ça?
D'accord? Donc, c'est quoi déjà le SEO? Donc, le SEO, c'est un ensemble de techniques et de bonnes pratiques qui permettent de mieux comprendre les algorithmes des moteurs de recherche et de les exploiter pour améliorer la qualité et la pertinence du contenu proposé sur un site web. D'accord? Donc, c'est un ensemble de techniques qu'on va utiliser pour, donc justement, faire remonter notre site ou nos pages web dans le classement, déjà de commencer de commencer par les indexer et puis par la suite de bien les classer dans les résultats de recherche. Donc ça, donc on va travailler donc dans le SEO sur la pertinence et la qualité donc du contenu proposé. Alors, le SEO, donc ça c'est une petite anecdote. Donc si c'était une recette, donc il nécessiterait sans doute une pincée de patience, une bonne dose de travail et une grande quantité de persévérance. Pourquoi je dis ça? Parce que le SEO, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est pas en fait, ça ne se limite pas seulement au choix de mots-clés, d'accord? C'est vraiment en fait un travail en continu. D'accord? Mais dès qu'on a de bons résultats, là, on est sûr qu'on a du bon trafic, qu'on a un bon taux de conversion et qu'on va avoir des ventes, en gros. D'accord? Voilà, donc là, ce que je dis en bas, donc c'est même, mais une fois que vous avez obtenu un classement pour vos mots-clés ciblés, vous pouvez attendre une visibilité constante sur le long terme. En fait, il faut savoir que des recherches, donc dans une étude, a démontré que le référencement organique ou le référencement non payant est 5 fois plus porteur que le référencement payant. D'accord? Donc, si on travaille bien notre référencement organique ou notre SEO, donc on est sûr qu'on a 5 fois plus de résultats qu'en travaillant sur de la publicité payante. Mais il ne faut pas tout de même pas négliger la publicité payante parce que ça peut aider. Mais voilà, donc il faut combiner, on va dire, les deux. Les deux. Alors, comment faire pour optimiser maintenant votre référencement organique? Donc, avant de découvrir les étapes à suivre pour améliorer votre positionnement sur Google, il faut vérifier déjà que votre site web, il est déjà indexé. Donc, là, comment est-ce que, je vais vous revenir vers vous, comment est-ce que vous avez une idée sur comment vous vérifiez que votre site web, il est bien, il est indexé sur Google, il est présent sur Google? Donc Je ne là, vous avez mis votre site en ligne. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est sur Google ou pas? Comment vous faites? Bah, tu le tapes dans le moteur de recherche. D'accord, mais comment est-ce que vous voyez c'est quoi qui sort en fait quand vous tapez le nom de votre site web? Est-ce que vous tapez juste, par exemple là, Julie, c'est quoi le nom de votre entreprise? Moi, c'est juliehenri.be. Ok, donc toi tu tapes donc juliehenribois.be, c'est ça? Et BE. BE, pardon, point Ouais. .be. Ah, comme pour Belgique, ok. Donc, donc d'accord. Mais donc, tu tapes ton nom de domaine, en gros, pour essayer de voir c'est quoi qui sort dans les résultats de recherche, c'est ça? Alors, je t'avoue que moi, j'ai le truc local Google. Donc ça, je sais qu'on me retrouve avec ça. Maintenant, mon site n'est pas du tout référencé. Moi, je l'ai dans ma barre de recherche. Donc, Est-ce mais que tu as déjà tapé ton site, Julie, sur Google pour voir si justement quand on tape juste ton site sur le moteur de recherche Google, est-ce qu'il ressort ou pas? Est-ce que tu as je essayé crois pas. Non, non, non. ça? Bah, si je mets Julie Henry Mhm. ici dans Google, hop, hop, hop. Alors, si tu mets juste Julie Henry, il y aura de grandes chances que ton profil En fait, LinkedIn ou ce genre de choses vont en ressortir. fait, on voit mon Google Business, tu vois. Mais Mhm. mon site, il n'est pas dans les premiers. Tu vois, tu as tous les. Si je mets Julie Henry, si je suis la troisième sur le. J'ai des personnes de Namur maintenant. En fonction du pays, tu vois, moi je suis en Belgique, donc là j'ai des Julie Henry de Namur, j'ai une autre qui est avocate, et alors j'ai moi. Et j'ai mon référencement. Mais vous qui êtes en France, si vous mettez Julie Henry, vous ne m'avez pas, à mon avis. Ah, c'est marrant parce que moi, je viens de taper Julie Henry. Et donc, ça sortait plein de photos. Et puis, il y avait plein de Julie Henry. Et j'ai tapé Julie Henry Belgique. Et t'es la première à sortir. Ah ben voilà. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Ouais, c'est marrant.
Oui, c'est cool, tant mieux. C'est Et rassurant. après, en deuxième position, tu en LinkedIn. Ouais, ah bah écoute, bah voilà, bah tu vois comme quoi. Et moi, je mets Julie Henry et j'ai d'autres Julie Henry qui sont sur Namur, donc toujours en Belgique, mais pas. Et puis il y a moi. Ah non, attends, j'ai pas tapé Julie Henry Belgique, j'ai tapé Julie Henry Coach. Ah, Ah, Ouais, tu vois, comme quoi finalement des Julie Henry Coach, il n'y en a pas tant que ça dans le monde, hein. bah oui, mais figure-toi que j'ai mis révélatrice de talent et en fait, il y en a plein qui Ah, sont ok. en Belgique. C'est abusé, mais bon, c'est comme ça. Mais oui, quand je mets coach, je sors en premier. Yeah. Je ne sais pas pourquoi. bah, tant mieux, c'est que tu as bien référencé tu as bien fait ton travail de C'est C'est vrai qu'on me que, répète publier. ça. c'est qu'il n'y a On pas est beaucoup de 10 000. concurrence, en fait, sur les Julie Henry Coach, sûrement. Ou alors elles ont très mal référencé le parce que je te promets qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est abusé. Vraiment. Hmm, Ouais, ouais. ouais. Ben, en tout cas, là, pour savoir déjà si on est bien indexé, d'accord, sur Google, si on est bien présent, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire site, deux points, votre site.com. Donc là, par exemple, si, Ah, ok. ouais. Donc là, si on va, par exemple, ici, attendez, donc on va taper ici, donc site, deux points. Et puis, donc c'est Julie, tu me corriges si je me trompe, hein, Julie Henry, c'est comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Coach, c'est ça? Ouais, tu peux. Point. Non, en fait, c'est le En nom fait, de c'est domaine. julienhenry.be, mon Ah, point site. .be, excuse-moi. Ok, point Ouais, .be. julienhenry.be, c'est tout. Ok, donc ce qu'on va voir. Donc voilà. Donc Et là, c'est on va bon. avoir tous les résultats de recherche qui sortent, donc qui sont indexés, qui sont liés plutôt à ton nom de domaine juliehenry.be. D'accord? Donc là, ce qu'on a, c'est la page d'accueil, le contactons-nous, Mhm. coaching individuel et le coaching d'entreprise. Donc ça, c'est les pages qui sont indexées sur ton site web. D'accord? Ok. Donc tu vois, ça en fait, Google a trouvé de lui-même ces pages-là de Ouais. ton site internet. Quand tu as composé ton site, il est allé, lui, faire ses recherches et il s'est dit, ok, voilà toutes les pages que je peux trouver. Donc c'est basé sur ton menu, sur ton site web, et Ouais. puis il a sorti ces pages-là. Et puis là, ce que je remarque, c'est que la page à propos n'est pas indexée. Ah oui. Ouais, elle sort pas. Donc là, ici, on a le coaching d'entreprise, le Ouais. coaching individuel, le contact et la page d'accueil. Mais la page à propos, elle ne sort pas. Voilà. Ok. Donc ça, c'est à voir. OK? Bon. Ok. Bon. C'est Alors, intéressant, merci. donc là, on continue. Donc là, vous pouvez noter hein, le site de points, comme ça après, vous pouvez voir là ce qui sort quand vous tapez votre nom de domaine sur Google. Alors donc ça, c'est un exemple ici pour mon agence. Donc là, bon, j'ai juste montré un petit peu les premiers résultats qui sortent. Donc ça, c'est la page d'accueil et ça, c'est la page de devis. Et puis là, donc, on va passer à la première technique. Donc, après qu'on ait donc vérifié que le site il est bien indexé sur Google, que nos pages elles sortent, qu'on a donc bien indexé le contenu qu'on veut mettre en avant sur Google. Donc là, on va donc passer donc aux différentes techniques qui vont nous permettre de bien classer notre site web ou plutôt nos pages web. D'accord? Donc, la première des choses, donc, c'est l'optimisation des mots-clés. Alors, donc, pour commencer, donc là, moi, par exemple, je vous donne l'exemple d'une coach en développement personnel, donc, qui va vouloir optimiser son site internet. Donc, comment qu'elle va choisir ses mots-clés? Donc là, est-ce que vous avez une idée approximative sur les mots-clés qu'elle va devoir choisir ou comment qu'elle doit faire? Bah, Quand on te accompagnement. donne des mots, Ouais, bah, les des mots exemples de tendances, mots-clés. développement personnel. Développement personnel, d'accord, mais Mhm. comment en fait qu'on va choisir les mots-clés? Est-ce qu'il faut, donc on m'a dit qu'il faut que les mots-clés ils soient en rapport avec, bien sûr, le domaine.
Mais il y a d'autres facteurs aussi, donc qui sont le volume de recherche de ce mot-clé-là et la Hmm. concurrence. Oui. On va choisir quelques critères, mais les deux les plus importants, donc ça va être le volume de recherche et la concurrence sur ce mot-clé. D'accord? Donc, est-ce qu'on a beaucoup de concurrents de coachs qui ont déjà choisi le mot-clé développement personnel dans leur site web ou dans leur page web? Et combien il y a de recherches sur ce mot-clé-là? D'accord? Hmm. Donc, il y a des outils donc qui vont nous aider pour ça. Donc, ils vont être Google enfin, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, on a les plus, on va dire, utilisés sont Google AdWords Keyword Planner et Google Trends. Et puis, on a aussi Uber Suggest. D'accord? Donc là, je vais vous montrer un exemple ici donc de Google AdWords Keyword Planner. Donc ici, on a tapé le mot-clé coach Montréal. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que, par exemple, là, pour la coach en développement personnel, donc, qui est à Montréal, donc, elle va établir une liste, déjà, sur un bout de papier, même, hein, une liste de mots-clés, donc, qui sont liés, bien sûr, à son activité. Donc, elle va avoir, donc, coach, Montréal, parce que là, elle est localisée à Montréal. Elle va avoir, par exemple, développement personnel. Elle va avoir accompagnement. Elle va avoir gestion de conflits. D'accord? Donc là, ce qu'elle va faire, donc, ce qu'elle va avoir, donc déjà, c'est une suggestion ici, comme vous voyez à gauche, de différents mots-clés. D'accord? Là, on va avoir le nombre moyen de recherche mensuel. Donc là, on voit par exemple ici que coach de vie Montréal est plus recherché que les autres. Donc là, ici, on a entre 100 et 1 cas. D'accord? On a ici donc pour la concurrence, ici on a par exemple pour Coach Montréal, la concurrence elle est élevée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup déjà de coachs qui ont utilisé sur leur page web ce mot-clé. Et par exemple là ici pour Coach de vie à Montréal, la concurrence elle est moyenne. Coach de coaching Montréal ici c'est moyen, coach professionnel etc. c'est élevé. Donc là en fait bon ça c'est plus des paramètres liés à la campagne AdWords, d'accord? Mais donc ce dont on a besoin pour établir nos mots-clés, ça va être plus donc, le nombre moyen de recherche et puis la concurrence, d'accord? Donc là, bon, maintenant qu'on a une idée de c'est quel mot qui est le plus recherché, quels sont les mots, on va dire clés qui sont liés, qui sont les plus utilisés, comment justement choisir nos mots-clés à nous pour notre site web à nous. Donc là, il faut savoir donc qu'il est important, comme ce que j'ai dit là, donc d'examiner la concurrence. Et il faut savoir donc choisir des mots-clés de faible concurrence, surtout quand on débute. D'accord? Donc il ne faut pas choisir des mots-clés qui ont déjà une grande concurrence parce qu'on sait déjà qu'on va pas faire le poids face à eux, d'accord? Qu'on va tout le temps rester derrière dans les résultats de recherche. OK? Et puis, il faut privilégier l'utilisation de mots-clés de langue traîne et qui sont spécifiques. Donc, c'est quoi les mots-clés de langue traîne? Ouais, c'est vrai. Donc là, par exemple, moi, j'ai une agence de web marketing, ok? Donc, les mots-clés les plus recherchés et les plus concurrencés sont agence web et agence digitale, par exemple. D'accord? Donc moi, pour me distinguer, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt choisir un mot-clé pour mes pages web, ma page web par exemple d'accueil. Donc un mot-clé qui soit plus lent et plus spécifique. Comme par exemple, création de site internet, design graphique et stratégie web marketing. Ou créer un site web, ou plutôt créer un site web euh, je sais pas, enfin, de créer un site web pour les PME. D'accord? Création du site web pour les PME. Par exemple, là, pour les coachs, au lieu de dire, par exemple, coach de vie, je vais mettre plutôt un mot-clé de langue traîne. Donc, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de mots-clés de langue traîne là que vous pouvez choisir pour vos activités du coup? Euh, donc, Et du des coup, fois ce liés, serait bien sûr, aux besoins. Par exemple, là, moi, je veux me faire coacher. Qu'est-ce que je vais taper sur Google? bah, coaching.
Ouais, non, il faut Mais il faut quelque chose donc développement personnel, euh, accompagnement pour la accompagnement gestion des personnalisé. conflits, par exemple. Mhm. Accompagnement pour la gestion de carrière. Mais Euh, quelque chose de plus long, quoi. voilà, Quelque voilà. chose, ok. Et puis, accompagnement pour les PME. Tu vois, ça, c'est plus Ok. spécifique. D'accord. Accompagnement RH pour les PME. Voilà. Bah, en fait, plus le mot il est de langue traîne, plus il est spécifique. En fait, il faut pas juste choisir un mot de langue traîne qui soit genre général, comme par exemple il fait beau aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. En fait, il faut choisir vraiment un mot-clé Ouais. qui soit spécifique à ton activité. Oui, en fait, c'est comme la langue trame, en fait, c'est la question et la réponse en même temps C'est ça, dans la c'est ça. formulation, Et quoi. puis, ne pas hésiter, si on va en fait travailler sur le marché local, ne pas hésiter à placer la localisation dans le mot-clé. Hmm. Hmm. Parce que ça aide beaucoup aussi. Ok. Et c'est vraiment spécifique. Donc, si on est, par exemple, je sais pas, dans une ville à Paris, par exemple, d'accord? Et qu'on veut viser les Parisiens, donc on va pas hésiter à écrire donc accompagnement RH à Paris ou tu vois ce que je veux dire en fait. Bah, je donne des exemples, un peu n'importe quoi, mais voilà, Oui, ça va c'est être bien, c'est cool. Ok. Donc plus c'est spécifique, plus c'est long, mieux voilà, c'est. c'est ça. Parce qu'en fait, il faut se dire que les mots courts, comme par exemple coaching, comme accompagnement, tout court, c'est des mots qui sont déjà pris où il y a beaucoup de concurrence. D'accord? Hmm. Bon, Ok. alors, donc on Ouais, reprend. ça se trop générique en fait, donc il y a beaucoup trop de personnes dessus. C'est ça, Vous avez des sites web, des blogs, des sites d'information qui sont là depuis des dizaines d'années, qui font des milliers d'articles de blog et qui ont une grosse Ouais. audience, c'est qui ça. vont capter la majeure partie du trafic. Donc, se concurrencer à eux, ça va demander un travail énorme et sur la durée pour espérer ne serait-ce qu'avoir une chance. Donc, vous Voilà. avez compris le principe en fait de la longue traîne, c'est vraiment de se dire ok, je vais peut-être pas aller taper dans des mots-clés qui sont recherchés des millions de fois par mois. Je vais aller chercher quelque chose où il y a beaucoup moins de recherches qui sont faites, mais où la concurrence va être plus faible. Ouais, Vaut mieux se classer sur un mot-clé où il y a 400 recherches par mois, mais où vous avez des bonnes chances d'être en premier résultat, que d'aller chercher un mot-clé qui est recherché 10 000 fois par mois, mais il va vous falloir des années avant de pouvoir avoir ne serait-ce qu'une chance d'être en première page. D'accord. c'est ça. Ok? Et Essayez puis, d'accumuler comme ça les petites recherches qui amènent des 100, 200 personnes par mois, par exemple, par-ci, par-là, mais combiné sur plusieurs mots-clés, ça fait plusieurs sources de trafic comme ça organiques qui vont arriver en même temps sur votre site. Et à la fin du mois, ça représente tout ça des milliers de visiteurs. oui. Comme par exemple, nous, pour les agences web, par exemple, le mot agence web, il est très recherché, il y a une forte concurrence sur ce mot-là. Donc, si on écrit, au lieu d'agence web, on écrit agence digitale, on a plus de chances d'être vu que d'écrire agence web, malgré que c'est la même chose. D'accord? Mais le mot agence web, il est plus recherché, donc il a plus de concurrence que le mot agence digitale. Et du coup, bah, fait qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce mot-là, sur ce mot-clé là, pardon. Bon. Alors, donc, on continue. Donc là, j'ai dit que l'utilisation de mots-clés de langue traîne plus spécifiques peut réduire la concurrence et offrir de meilleures opportunités, pardon, de positionnement. Voilà, c'est ça. Alors, un exemple. Alors, donc là, prenons l'exemple de ce mot-clé, style sac à main en cuir pour femmes de qualité. Ce mot-clé-là est plus spécifique et cible une audience plus précise que le mot-clé plus générique sac à main. D'accord? Vous voyez un petit peu donc l'idée. Donc, c'est ce qui augmentera les chances d'attirer plus de clients pour le site web. D'accord? Ok. Alors, donc maintenant, donc on a vu donc pour la recherche des mots-clés, donc on va passer aux balises méta. Donc ça, c'est ce que disait tout à l'heure Sébastien pour le petit texte là qui sort dans les résultats de recherche, donc sous
sous le nom, le titre de votre page. Donc, on a un petit texte donc, qui va présenter cette page-là. Et donc, le titre, donc c'est le titre méta aussi de votre page web. Ok. Donc là, donc ces deux balises-là donc s'appellent les balises méta. Donc elles doivent être soigneusement rédigées pour inclure des mots-clés pertinents et des informations claires sur le contenu de votre site. En fait, il faut savoir que Google, il ne va pas classer votre site web ou votre page web, plutôt pardon, en fonction des balises méta. Ce qui va en fait, on va dire, les balises méta, elles vont plus servir à attirer les visiteurs vers votre page web. C'est-à-dire, donc si moi, par exemple, je suis sur une page d'accueil de coach, d'accord, et que je vois donc un petit texte qui vient me dire donc hey vous souhaitez vous faire accompagner blablabla, donc là ça va m'attirer. Par contre là si je viens donc sur une page où je vais voir plus genre un style de texte qui va être donc plus les informations de contact comme par exemple le numéro de téléphone ou alors que j'ai même pas visité la page web d'accueil donc je sais pas encore de quoi il s'agit. D'accord? Donc là, ça va pas vraiment m'attirer parce que bon, ça va pas vraiment me parler vu que je connais pas encore le produit ou le service. OK? Donc, mis à part, donc ça doit être attrayant, il y a aussi une limite de caractère pour la balise de titre et pour la balise de métadescription. Donc là, par exemple, pour la balise de titre qui est là, donc chaussures pour enfants, ici, vous voyez, donc ça, c'est le métatitre. Donc la limite de nombre de caractères, elle doit être de 60 caractères. Il faut pas non plus que ça soit trop long parce que sinon, ça va pas être attrayant. Et puis, si c'est trop lent, les gens, tu sais, ils ont plus, comme on a dit avant, ils n'ont plus vraiment la patience de trop lire. Donc, il faut vraiment que le contenu, il soit concis, qu'il soit court et qu'il soit attrayant pour les gens. Et puis là, pour la métadescription, donc la limite, donc je vais juste vérifier, elle est entre, voilà, 70 et 160 caractères. Donc là, vous voyez, c'est pour une boutique de chaussures pour enfants à Montréal. Donc, le métatitre, donc c'est chaussures pour enfants. Et puis, donc là, ici, on a les mots-clés, chaussures donc et enfants. Et puis, pour la métadescription, donc que ce soit, ici c'est écrit que ce soit pour jouer dehors ou aller à l'école, nous avons les plus jolis modèles dans les meilleures marques avec Adidas, Geox, Pajar, par exemple, Nike, Sorel, etc. Donc là, vous voyez, c'est attrayant. En fait, ils jouent sur le nom des marques. Et puis, voilà, en fait, c'est lié comme si aux enfants. Donc, voilà, on utilise le mot jouer dehors ou aller à l'école, etc. Les plus jolis modèles. Vous voyez, donc c'est vendeur. OK? C'est ça. Voilà, donc ça c'est pour les balises métadescription. Et puis là, on va passer donc au contenu. Donc, alors, donc là, donc je vais vous parler un petit peu du contenu qui doit être bien sûr de qualité. Ça, on le répète tout le temps, le contenu du site web. En fait, il faut pas seulement placer des mots-clés et puis s'arrêter là dans la création de contenu. Il faut vraiment que le contenu il soit de qualité. D'accord? Donc, il faut se dire que Google, il n'a pas vraiment la tête de comprendre votre raisonnement ou le désordre dans votre site Internet. Donc, ce qui l'intéresse, c'est le contenu pertinent qui doit être bien organisé pour lui faciliter la tâche. D'accord? Donc, si on a, par exemple, des pages de services dans notre site Internet, il faut que ces pages-là, en fait, elles soient identiques dans la mise en forme, on va dire. On va pas avoir donc une page avec, par exemple, la description du service et puis donc on va avoir par exemple texte à gauche, image à droite et puis image à gauche, texte à droite et puis en bas donc on va avoir les différents avis clients. Dans la page service suivante, donc on va avoir un long texte et puis par la suite quatre images et puis par la suite euh, un accordéon et puis je sais pas quoi. En fait, vous voyez, donc il faut vraiment que ça soit homogène, que ça soit identique, pour que ça soit lisible pour les gens, d'accord? Et pour que ça soit le plus fluide possible, ok?
Donc ça, c'est pour la construction. Et puis le texte même doit être bien construit, doit être sémantiquement parlant, on va dire, qui doit être bien construit. Les phrases doivent être on ne doit pas avoir de longs paragraphes, par exemple, qui dépassent donc les 300 mots. On ne doit pas avoir un seul titre par page et puis un long texte. Donc il faut que le texte il soit réparti en plusieurs paragraphes avec des sous-titres, avec un titre principal, avec des visuels donc qui sont en rapport avec le contenu textuel et qui contiennent bien sûr les balises alt. Donc ces balises-là, donc dans ces balises-là, on va placer la description. En fait, c'est pas la légende, on va dire une petite description de l'image, d'accord? Donc ça va aussi aider pour le référencement. Et puis voilà, donc c'est ça en gros l'idée. Donc le contenu, il doit être vraiment pertinent et de qualité aussi pour qu'il soit bien classé par les algorithmes de Google et qu'il soit pas banni. D'accord? Ok. Donc là, je vais mieux vous expliquer la démarche avec donc un exemple de formateur en développement personnel dont le site web ne génère que peu de trafic et qui n'est pas bien positionné sur les moteurs de recherche. D'accord? Donc là, les actions donc qu'il va faire, donc c'est premièrement optimiser les pages des services en ajoutant des mots-clés et des descriptions claires des prestations proposées. D'accord? Donc il faut qu'il y ait comme ce que je viens de dire, les pages des services doivent être claires, le service qu'il va proposer doit être bien accessible, bien compréhensible par le visiteur. La deuxième chose donc qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter des visuels pertinents qui sont en adéquation avec le contenu textuel. Et la troisième donc, action qu'il peut entreprendre, c'est de créer une page de blog avec des articles portant sur le sujet du développement personnel, de la confiance en soi, la gestion de stress, etc. Donc là, en fait, le troisième point, il est très important. C'est vraiment important d'avoir un blog sur votre site internet, d'accord? C'est grâce à ce blog-là que vous allez, on va dire, placer le plus de mots-clés possible, que vous allez placer le plus, parce qu'en fait, le Googlebot, c'est un robot, d'accord? Donc, il va venir sur votre site web, il va voir que le site web, qu'il y a une bonne expérience utilisateur sur votre site web, que les informations sont bien lisibles, que la police n'est pas trop petite, par exemple, sur mobile, que le temps de chargement, il est rapide. Ok, d'accord. Donc, il va parcourir votre site web et plus il va trouver de mots-clés, plus il va trouver du contenu textuel, donc plus il va bien vous référencer, bien vous remonter dans la liste des résultats de recherche. D'accord? Donc c'est pour ça que la création de blogs, la création d'articles avec les différents sujets, bien sûr, qui vont porter à votre activité, elle est importante. OK? Et aussi, ne pas hésiter donc dans ce blog-là à placer aussi des visuels, à placer donc plutôt à placer des liens, bon, on va voir ça par la suite, mais en fait, c'est des liens qui vont mener vers les différentes pages de votre site web. D'accord? On va plus voir ça par la suite. Concrètement, est-ce que vous avez compris comment on va s'y prendre sur notre site pour se positionner sur un mot-clé? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place là si on devait résumer ce qu'on vient de voir? L'interro surprise, là. Ouais, la petite question là qui fait plaisir. Si on doit résumer, c'est aller vérifier sur les fameux sites dont tu nous as parlé, je sais plus, je l'ai noté. Je peux vous partager par la suite les noms. Voilà, donc on va voir. L'objectif, c'est qu'il y ait le moins de concurrence possible, de mettre la phrase la plus longue possible qui va pouvoir reprendre un maximum d'informations. Le mettre en fonction des pages, être le plus clair possible, avoir une cohérence en fonction de chacune de nos pages pour que Google retrouve et percute le plus facilement possible pour qu'on puisse avoir une bonne visibilité. C'est ça, c'est ça. Exactement. Et après, une fois que tu as identifié ces mots-clés-là, ce sera à toi de les mettre sur tes pages, donc en les positionnant sur certains emplacements bien précis. Et en mettant des petits. Mais ça oui, ça je l'ai déjà, c'est pour ça que je suis mais pas partout. Et voilà quoi. Mais oui, il y a déjà une partie qui avait été faite. Ouais. Donc voilà, il y a le texte, mais il y a aussi les images, ce qu'elle disait tout à l'heure chez Razed avec la balise Alt.
Ça sert surtout pour les robots, pour leur faire comprendre, parce qu'un robot ne peut pas lire une image. Ouais. Lui, il va lire du texte, il va identifier du texte. Une image, il ne sait pas ce que ça représente. Mais le fait de mettre une balise alt, on donne la description de l'image au robot. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre avec le mot-clé que tu as mis dans cette image-là. Donc si ton mot-clé, c'était coach en développement personnel en Belgique, par exemple, eh bien, tu mets ça dans le nom de ton image, tu la Ou renommes si je comme mets ça. petit chat mignon, ça n'ira pas. C'est ça. Mais par contre, lui, il va se servir de ça parce que sur Google, tu as vu que tu peux faire une recherche Google, mais tu peux aussi cliquer sur images, par exemple, sur Google, si tu veux voir des images en lien avec tes termes de recherche. Et c'est en se basant sur justement le titre de ces images-là que ton image va apparaître dans Google Images quand on va taper ces mots-clés. Donc si une image que tu l'avais renommée coach en développement personnel en Belgique, par exemple, ça apparaît justement dans les résultats de Google Images, ben, les gens vont voir cette image-là de ton article de blog, par exemple, ou ta page de site internet, et ensuite ils peuvent cliquer sur consulter le site et arriver sur ton site internet pour avoir plus d'informations. Donc tu comprends, tout ça, c'est des petites stratégies, mais mis bout à bout, ça va faire travailler le référencement sur la durée. Oui. C'est ça. Et puis, en fait, j'ai oublié aussi de vous dire que les mots-clés, on peut les changer par la suite. Donc, une fois, par exemple, qu'on a placé un mot-clé, on va dire, plus enfin, général, plus spécifique, pardon, et de langue traîne, d'accord? Et qu'on est bien référencé, qu'on a vraiment beaucoup de trafic, on peut le changer par un autre mot-clé, comme par exemple tout à l'heure qu'on a vu coaching Montréal, qui était un mot-clé plus généralisé et plus et où il y a plus de volume de recherche. D'accord? Ok. Donc, en fait, c'est comme ce que j'ai dit au début, c'est vraiment un travail de longue haleine. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est ce que je me demandais, comment est-ce qu'à partir d'un moment, tu changes, faut constamment être dessus, quoi. Et en fait, il faut faire, bon, on va voir ça par la suite, mais il faut faire toujours le suivi avec les outils de mesure. D'accord? C'est ça. Donc, on a le Google Analytics, on a la Search Console, on a les différents plugins aussi. En fait, il y a vraiment beaucoup d'outils qui vont nous permettre de savoir, en fait, si notre stratégie a fonctionné ou pas. D'accord? Si on est remonté, en fait, on va faire un avant et un après. D'accord? L'avant, donc, du placement du mot-clé, du placement des balises, des mots, des halts pour les images, de notre construction de contenu, la construction du contenu aussi. Donc, elle va aussi inclure l'utilisation des titres, la bonne utilisation des titres. Donc, Ouais. on a en fait une bonne structure des titres du H1 qui est le titre principal vers donc le H6 qui est le titre, on va dire. En fait, plus on descend dans les H, plus on va descendre dans l'importance des titres et des mots qu'on va placer dans ces titres-là. D'accord? Donc, je te donne un exemple. Là, j'ai mon grand titre, donc mon H1 qui est, par exemple, coaching en développement personnel à Montréal. Ok. D'accord? Donc là, on a placé les mots les plus importants, notre mot-clé, d'ailleurs. Ok. Notre H2, donc, ça va être, je sais pas moi, enfin, gestion de conflit, ou enfin, un mot, on va dire, où on va placer moins d'importance. En fait, c'est, je sais pas, je manque un petit peu d'exemples là, mais c'est vraiment en fait pour te dire que on va descendre dans l'importance des mots-clés, plus on va descendre dans les titres. D'accord? Ok, ça marche. Ok. C'est comme un tunnel en fait. C'est comme pas un tunnel, mais C'est comme une un échelle. entonnoir. C'est comme un escalier en fait. Plus on descend, et plus on descend, plus on arrive, on va dire, vers le H6, et plus, on va dire, on va descendre d'importance. Plus on est en haut, on a beaucoup d'importance, plus on descend, donc on descend de pouvoir, on va dire. D'accord? Oui. Tu as le droit de réutiliser tes mots-clés si tu es en titre H2, tu as le droit de Oui. réutiliser ton mot-clé, mais tu Oui. peux juste faire une petite variante. Par exemple, coaching développement personnel à Montréal, si c'était ton mot-clé, tu peux dire 5 étapes pour réussir son coaching Voilà, en c'est ça. développement personnel. Tu vois, Mm. ça peut être ton titre H2 par exemple. Mais Mm. hop, ton mot-clé, il a été repris encore une fois. Oui. Par contre, comme elle a dit Sherazade tout à l'heure, l'idée c'est de ne pas spammer ton mot-clé
à toutes les lignes de partout, qu'on le voit 46 fois dans le premier paragraphe, parce que si ça commence à être ça, ça revient à ce que disait tout à l'heure Sherazade en début de présentation, c'est on est contre la pertinence de Google. Google va se dire, ok, là, ça devient plus pertinent, ça devient vraiment la personne qui spamme juste pour essayer de gratter quelques places sur les résultats de recherche. Voilà. Et ça, Google ne veut pas. Lui, vous vous rappelez, son objectif, c'est de donner de l'information de qualité aux gens qui font des recherches. Donc, si il commence à se dire, oula, le mot-clé il est trop utilisé, il a compris que c'était juste une technique de référencement et pas forcément d'apporter de l'information de qualité à l'internaute. Et dans ce cas-là, ça peut vous faire l'effet inverse et vous pénaliser au lieu de vous mettre en avant. Et c'est pour ça que l'utilisation du Excusez-moi, je blog... suis désolée, pardon, je dois m'absenter. Si vous êtes encore là, bah, tant mieux, mais j'en ai pour 5 minutes. Et si je vois que vous n'êtes plus là, bon, bah, Non, je te dis je merci, pense Sherazade, quand même. pour la présentation. Mais je reviens. Ok. Pas de problème. Bientôt peut-être. Ce que je disais, donc, pour l'utilisation justement des mots-clés, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, pas qu'il faut, mais c'est vraiment recommandé d'avoir un blog parce que en fait, on a des mots-clés, on va dire, éparpillés sur plusieurs pages. D'accord? Donc en fait, l'objectif, c'est pas de placer tous les mots-clés sur une seule page et de spammer, on va dire entre guillemets Google, mais c'est vraiment d'avoir du contenu pertinent avec des mots-clés éparpillés sur plusieurs liens. D'accord. Ouais. Bon, Un mot-clé par page ou par article, c'est ça, c'est une bonne stratégie. c'est ça. Et Plutôt puis que de utiliser cibler aussi, 4-5 mots-clés. et puis, excuse-moi, c'est pas ça. Et puis Ah, aussi vas-y. utiliser des synonymes de mots-clés. D'accord? Ok. Les outils dont elle parlait tout à l'heure, Sherazade, tu peux aussi te servir de ces mots-clés-là pour faire ton suivi justement de mots-clés. Parce que peut-être que dans 6 mois ou dans un an, les gens vont avoir des habitudes de recherche différentes. Peut-être que ce mot-clé-là, il sera plus autant recherché. Bon, alors on reprend. Bon. Ouais. Alors. Ah. Donc, bon, ça c'était pour les actions à entreprendre. Et puis donc là, on passe aux backlinks. Donc, c'est quoi les backlinks? Donc, c'est des liens qui pointent vers votre site à partir d'autres sites web. Donc, plus ces liens sont pertinents et fiables, plus les moteurs de recherche considèrent votre site comme étant de qualité. Donc, c'est quoi en fait? C'est quand d'autres sites web, dans d'autres pages web qui n'ont pas le même nom de domaine que nous. Donc, par exemple, moi, donc, j'ai donc le site, par exemple, de Sébastien. Donc, il va envoyer, donc, il va mettre un lien sur son site vers le site de mon agence. D'accord? Donc, ça s'appelle un backlink. Donc, quand c'est le lien, il vient d'une source externe et qu'il pointe vers mon site à moi. D'accord? Donc, là, voilà, donc comment qu'on fait pour obtenir ces backlinks? En fait, l'objectif c'est quoi? Donc, plus on va dire que le site, que la page web ou que le lien de votre page web elle est appelée sur Google, plus il y a de liens vers cette page web, plus donc cette page web elle va être considérée comme importante, comme pertinente et de qualité. Donc, bon, mis à part le fait que si c'est trop, donc comme on a dit tout à l'heure, ça va être considéré comme du spam. Mais si c'est de qualité et si c'est, on va dire, si les liens, les backlinks sont de qualité, dans ce cas, donc, notre site web ou notre page web va remonter dans les résultats de recherche. Donc, comment qu'on va faire pour obtenir un backlink de qualité? Donc, on va collaborer avec des sites web pertinents et de qualité. Donc, il ne faut pas oublier ça, qu'ils doivent être de qualité, les sites web qui vont pointer vers mon site web ou ma page web à moi doivent avoir de l'autorité. D'accord? Donc, il faut aussi, donc, on peut aussi écrire des articles invités pour des sites web populaires. Donc, là, par exemple, imaginons que Julie, d'accord? Je vais revenir à l'autre écran. Que toi, donc, tu as accompagné, d'accord, une entreprise. OK? Et cette entreprise-là, donc, c'est une entreprise de renommée, qui ont un bon trafic sur leur site web. D'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu peux écrire un article de blog pour eux et dire, voilà, par exemple, nous avons suivi l'accompagnement de Julie. Voici son lien. Donc, le lien, on va le trouver dans cet article. Et donc, c'est eux qui vont héberger cet article-là sur leur site web. Et donc, toi, ça va te faire
ça va te créer de la visibilité et ça va te créer aussi des liens externes donc qui vont pointer sur ton site internet. On D'accord? peut faire ça aussi, c'est un peu comme sur LinkedIn aussi, enfin, quand tu mets en avant d'autres entrepreneurs ou d'autres Voilà, entreprises. c'est ça. Mais on fait ça intersite. Je ne savais pas du tout que ça se faisait comme ça. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'avoir on va dire, le public de l'autre entreprise, donc, qui va venir consulter notre page web et nos services. D'accord? Donc, Ok. ce qu'on peut faire aussi, donc, c'est qu'on peut partager donc notre contenu sur les réseaux sociaux. Donc, comme ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, Julie, donc pour ce qui est donc de la publication des articles, donc du blog sur LinkedIn et les podcasts, donc tout ça, on peut le lier ensemble. On peut utiliser aussi les annuaires en ligne donc pour essayer de contacter les entreprises. On peut faire aussi du réseautage et rencontrer nos clients. Donc tout ça, en fait, avec ça, donc ça va nous permettre d'avoir des liens externes de qualité. D'accord? Pas des liens externes, plutôt des backlinks de qualité. Des backlinks, donc ces liens qui vont nous retourner à nous. D'accord? Des liens extérieurs Voilà, qui vont pointer vers votre site web. c'est ça, c'est ça. Chose que tu peux faire, Julie, si par exemple tu veux lancer là ton podcast prochainement, Mhm. n'hésite surtout pas en description du podcast à mettre le lien de ton site web. Ouais, Parce que c'est du référencement naturel et ça va créer un backlink vers ton site. Parce que quand tu vas uploader ton podcast sur des plateformes comme, je te dis un exemple, mais par exemple Spotify Ouais. ou Deezer ou ce genre de plateforme ultra connue, tu as envie que ton podcast soit là-dessus parce qu'il y a des millions de personnes. Donc si toi, tu arrives à capter une toute petite partie, même si au début c'est une centaine de personnes ou quoi que ce soit, et ben ces gens-là, s'ils cliquent sur la description pour en savoir un peu plus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ce genre de choses, eh bien tu pourras toujours leur mettre ta petite description et puis à la fin, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter mon site web, etc., etc. Donc là, tu vas mettre ton lien, tu vas faire un peu ta pub à toi si tu veux. Et à chaque fois que tu vas publier un épisode de podcast, n'hésite pas à remettre ce lien-là qui va pointer vers ton site web. Même chose pour Fatima, elle voulait lancer son podcast, et bien c'est exactement la même chose. Il ne faut pas hésiter à mettre son site web. ouais. Ou si tu as une offre en ce moment, par exemple, tu as une offre découverte pour un de tes programmes de coaching, et ben, tu pourras mettre directement le lien de cette page-là dans la description de ton podcast, ou si par la suite tu veux faire des vidéos YouTube, même principe, tu le mets dans la description de la vidéo. Donc ça, il faut les utiliser, cette description-là, parce que tu uploads tes épisodes, mais ce que tu as envie, c'est d'avoir plus de visiteurs qui te découvrent. Donc, Et aussi, mais je pense qu'Amélie sera d'accord avec moi, aussi placer des liens des réseaux sociaux dans la description de ton podcast. D'accord? Oui, mais ça, c'est ce que c'était déjà prévu, le Ouais. site et ça aussi. Parce que l'objectif aussi, mis à part le fait de bien référencer notre site web, c'est aussi de bien référencer aussi nos réseaux sociaux. Donc qu'on soit aussi bien vu sur les réseaux sociaux et qu'on soit le maximum consulté, on va dire, sur nos différentes plateformes. D'accord? C'est ça. Alors, bon, on reprend donc. Donc là, justement, donc on parlait des liens, d'accord? Et donc là, on va parler du maillage interne. Donc c'est quoi le maillage interne? Est-ce que vous avez une idée sur ça? Les Non. liens internes. Amélie, est-ce que tu as une idée de ce que c'est le maillage interne? On aimerait Ouais. Bah oui. t'entendre un peu plus. Forcément. En Oui, fait, c'est quoi? c'est intégrer des liens qui renvoient vers d'autres pages. Si, par exemple, je sais pas moi, tu as écrit un article de blog sur quelque chose, tu peux inviter les gens à leur dire, si tu veux plus d'infos, tu peux aller lire mon article de blog, j'y explique un peu plus clairement, etc. Donc, tu vois, c'est essayer de aussi à la fois inciter les gens à visiter toutes tes pages et du coup à rester un peu plus longtemps sur ton site. C'est ça. Et aussi à montrer que il y a des liens entre les choses et que c'est pas qu'il y a un ordre quand même. Donc par exemple, tu as, on va dire, dans mon cas, coaching entreprise. D'ailleurs, je parle de telle thématique dans mon article de blog et je fais un lien de
ma page coaching entreprise vers le Ouais. blog. Et comme ça crée c'est ça le maillage en fait. C'est Et des à liens. l'inverse, sur ton article, tu peux écrire que si tu veux, enfin, si la personne est intéressée pour se faire accompagner sur cette Elle peut thématique-là, cliquer, bon, en fait, je fais des liens comme ça. bah oui. Quoi. Bah, en fait, Julie, ce que tu peux faire aussi, c'est que en bas de chaque page de service, tu peux mettre aussi les articles de blog, par exemple 3 articles de blog qui sont bien sûr en lien avec la catégorie de ce service-là. Ah, D'accord? ok. Donc Mais tu pas, comprends que en fait le maillage interne c'est ce que tu vas faire, mais c'est pas à l'extérieur de ton site, c'est à l'intérieur. Oui, c'est en Tu as écrit un interne. article de blog, mais à l'intérieur de cet article, tu vas parler d'un sujet où vas mettre par exemple, je te détaille plus de ce sujet-là sur cet article-là que tu peux trouver en cliquant ici par exemple. C'est Donc ça ça, et t'évite tu peux les de mettre te répéter. dans une page annexe et également en dessous de la catégorie, comme Sherazade a dit. non, pas en dessous. En dessous, en fait, dans la page service, en bas Oui. du service, de la description du service, tu peux par exemple mettre le dernier article lié à, Ah, à la catégorie, à la catégorie, quoi, oui, qui est en rapport avec ce service-là. Tu c'est vois. ça. Et comme ça, tu as plus de chances que les gens vont cliquer sur cet article-là, qu'ils vont le consulter. Et donc, si cet article-là, il est pertinent à la base, donc il va aussi t'aider à améliorer ton référencement. D'accord? Ok. Et donc, chose aussi intéressante qu'a dit Amélie tout à l'heure, en fait, l'objectif, c'est vraiment de garder le plus possible l'utilisateur sur le site web. D'accord? On va dire la peur qu'on a en fait dans le référencement, c'est le taux de rebond et c'est en fait le temps, d'accord, que va passer l'utilisateur sur le site, d'accord? Donc plus ce temps-là, il est minime et moins notre site, ben, il est intéressant pour Google, d'accord? Et donc en mettant plusieurs liens internes, en mettant du contenu qui soit explicite pour l'utilisateur, on est sûr qu'il va rester le plus possible sur notre site web. D'accord? Exactement, ouais. C'est comme ça que le robot de Google dont parlait Sherazade en début, le Google Bot, comme c'est un robot, il ne peut pas savoir à l'avance si le contenu que tu as mis il va être de qualité ou pas. Comment Oui. il va identifier si c'est de qualité? Eh ben, il va regarder justement le temps moyen passé sur ton site internet pour les visiteurs de ton site. Donc si tu as mis du maillage interne, si tu as mis du contenu annexe pour donner encore plus de détails et que les gens, ben, au lieu de rester 30 secondes, ils restent 5 minutes en moyenne sur ton site, Google va se dire, ah tiens, ça a l'air d'être intéressant parce que quand les gens ils ont tapé le mot-clé XYZ sur Google et qui sont arrivés sur le site de Julie et qui sont restés 5 minutes en moyenne, eh ben nous on considère que le contenu doit être adapté par rapport à leur recherche, donc c'est exactement ce que recherche Google, et donc il aura plus tendance à favoriser ces sites-là qui ont du contenu de qualité versus un autre site qui a peut-être fait pas mal de référencement, mais où les gens restent en moyenne 20 secondes et après ils le quittent parce que c'est pas intéressant pour eux. Ok. Ce site-là, il sera un peu plus disqualifié, tu vois. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'utilisation des visuels, elle aide beaucoup dans le site. Parce que quand on a beaucoup de textes avec, bah, certes, peut-être des mots-clés qui soient bien lisibles, etc., mais qu'on n'a pas de visuel, que ça soit pas harmonieux, tu vois, les gens, ils vont pas vraiment être tentés pour lire ou pour rester sur le site. D'accord? Ok, alors, donc, on reprend. Donc, Fatima, donc, on parlait en fait du maillage interne, donc des liens internes, ok, entre les différentes pages de notre site web. Donc, on a dit, plus on a de liens internes, plus on garde l'utilisateur sur le site web. Ok? Oui, ça s'appelle la curation, ça, non? Comment? Ça s'appelle pas curation? Non, non, je sais pas, peut-être Sébastien. Non, c'est vraiment Je connais pas ce c'est du terme. maillage interne. Ouais. Mais je connais pas. Curation de contenu. Bah, c'est pas grave. Ok, ça marche. Ça Mais me en tout faisait cas, moi, je penser à connais ça, pas le mais... terme. Je sais pas. Mais tu peux. Attends, on peut faire une recherche. En fait, ça consiste à mettre des liens pour renvoyer à d'autres articles pour faire rester sur le C'est site. ça, en fait. Mais... C'est exactement la définition que tu as donnée pour le maillage Ouais, interne. c'est Donc, ça. tu as bien C'est ça. compris, Ok, Fatima. bon, bah, écoute. C'est comme Ok, je C'est l'ai ça, bah, dit. mais donc c'est un nouveau mot que... bah oui, on a appris un nouveau terme. Non, mais il me reste... j'ai des restes de quand j'ai travaillé
comment dire, alors pas comme toi, Shiraja, de niveau technique, Mhm. mais plus comme journaliste Ah, pour valoriser les recherches Internet des articles ok, en ligne. ok. Bah, t'as eu sûrement une idée alors. Mhm. Bon, Bah oui. alors donc là, en- nous en tout cas le terme qu'on a c'est le cocon sémantique, donc on peut l'appeler aussi cocon sémantique pour le maillage interne. Et là donc j'ai donné un exemple pour un site de coach, toujours le coach en développement personnel. S'il a un article qui va parler de la gestion de conflits, qu'il propose ce service, il faut lier l'article au service respectif avec un lien interne. Bon, ça c'est un exemple assez explicite, d'accord? Tout à fait. Bon. Alors, donc là, ici, j'ai montré un exemple de, nous, par exemple, on a publié un article sur les techniques SEO. Et donc là, ici, on a placé un article, un lien, pardon, interne vers l'autre article, donc de la personnalisation UX ou la personnalisation de l'expérience utilisateur. D'accord? Bon. Alors, maintenant, donc, on va venir à la partie quand même le plus Amélie, donc les réseaux sociaux. Alors, Amélie, comment qu'on peut améliorer le référencement avec les réseaux sociaux? Et ben, en créant du contenu qui va intéresser les gens et après en les redirigeant vers le site à chaque fois. Et toujours demander un appel à l'action. Voilà. D'accord, d'accord, très bien. Donc, ce qu'on va faire déjà pour commencer, donc, c'est qu'on va commencer par créer des profils. Donc, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas encore créé leur profil. Donc, on va créer les profils sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, qui vont s'adapter les plus populaires, mais qui vont bien sûr s'adapter à la niche de clients. Et puis par la suite, donc on va partager le contenu sur ces plateformes. En faisant cela, on peut générer des liens, comme tu as dit là maintenant, vers notre site internet, augmentant ainsi sa crédibilité, son autorité aux yeux des moteurs de recherche. Voici un exemple d'un article de notre blog partagé sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ici, donc on parle ici de l'amélioration de l'expérience utilisateur et on a mis le lien vers notre article. D'accord? Donc on n'oublie pas les hashtags, bien sûr et puis les mots-clés dans l'article. Voilà. Bon. Après, donc, on passe à la bonne expérience utilisateur. Donc, je vais rapidement faire le tour puisqu'on a déjà eu un atelier sur ça. Donc, donc pour améliorer l'expérience utilisateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser les informations de manière hiérarchique et facilement, compréhensible. Donc, il faut que le menu de notre site web, déjà, il soit clair, que les appels à l'action, ils soient bien visibles, qu'on sache aussi choisir les couleurs pour bien mettre en évidence nos appels à l'action, qu'on simplifie aussi le design pour une navigation aisée. Donc là, les tendances, je ne sais pas si vous êtes au courant, présentement, donc dans le design, c'est vraiment le design minimaliste qui soit aéré, qui soit pas trop encombré. Euh, et puis, donc ça fait partie de l'expérience utilisateur, que ce soit donc pour les designs ou pour les designs, le design graphique ou le design C'est web. plus, et on trouve souvent les sites internet sur une seule page, c'est-à-dire qu'avant, dans le menu, on avait plusieurs volets, plusieurs chapitres. Mhm. On cliquait sur un chapitre, ça nous faisait accéder à une page. Là, maintenant, en fait, c'est juste, tu cliques le chapitre et c'est juste des niveaux, en fait, Les de... one-pagers, oui, c'est en fait c'est Et des voilà. sites. Ouais, c'est les sites one-pager. C'est un site où on va trouver, généralement c'est des sites vitrines, d'accord, d'une petite entreprise, d'accord, ou d'un travailleur indépendant. En D'accord. fait, c'est des sites bon, qui sont pratiques dans le début d'activité, d'accord, parce que ça nécessite pas vraiment beaucoup de connaissances. C'est pas comme pour faire un site de 5 pages que pour faire un site d'une seule page. Donc, on va plus concentrer nos efforts sur la seule page qu'on va bien travailler ou bien qu'on va déléguer à une agence. Mais pour le référencement, le site à 5 pages est meilleur. D'accord? Parce qu'on a plus de contenu et qu'on a plus de mots-clés. Ok. OK? Mais pour une formule de démarrage, on peut commencer parce qu'en fait, l'objectif aussi, c'est de rendre l'expérience
facile et plus aisée pour l'utilisateur. Donc, si on a un site à 5 pages qui est en désordonné, où les informations s'entremêlent, où vraiment on ne retrouve pas facilement l'information, bah, autant avoir une seule page avec des informations claires et concises et d'avoir un bon taux, Une belle vitrine, quoi. c'est ça, et de garder le plus possible l'utilisateur que voilà quoi, que l'autre option. Bon. Alors, donc, ce qu'on disait, c'est alors simplifier le design, prendre en compte le responsive design, c'est-à-dire le design fait pour mobile, les tablettes et bureau, desktop. Donc, il faut que ça soit, donc, l'expérience, elle soit bonne dans toutes les devices. C'est quoi le nom en français? Donc, par la suite, donc, il faut optimiser bien sûr le temps de chargement pour une meilleure expérience, etc. Bon, ça, on l'a déjà vu dans le précédent atelier. Mais voilà, j'ai voulu faire un petit peu le tour avec vous sur ce slide-là. Ensuite, donc, on a le contenu dupliqué. Donc, c'est quoi le contenu dupliqué? Donc, c'est quand on vient copier, pardon, le contenu d'un autre site web et qu'on le place tranquille sur notre site. Donc, il y a des gens qui le font. Alors, donc, copier-coller le contenu attractif de vos concurrents est aussi tentant qu'une pizza tout juste sortie du four, mais c'est une mauvaise idée. C'est Alors, pas du tout une bonne idée, oui. oui. Attends. Alors, les moteurs de recherche et plus exactement les algorithmes des moteurs de recherche répriment cette pratique et l'appellent le contenu dupliqué. Alors, il faut savoir en fait que ça, c'est la manière la plus explicite pour copier ou pour avoir un contenu dupliqué, mais on peut aussi avoir du contenu dupliqué sur notre site sans s'en rendre compte. Je vous explique comment. Alors, si vous, par exemple, vous avez créé une page et que vous avez dupliqué cette page-là, vous avez juste changé l'URL, mais que vous avez oublié de supprimer l'autre page. Donc, ces deux pages-là sont indexées par Google. Ah. Et lui, il pense que c'est un contenu Donc, dupliqué. ça va être un contenu dupliqué. Aussi, Il ne si se rend pas compte que c'est le non, même site. non. Ok, En fait, d'accord. pour lui, c'est deux URL différentes. Parce que D'accord. Google, comme je vous l'ai dit, en fait, ce qu'il fait, c'est que il référence des pages et non un site web. Donc, il va fonctionner par page. Donc, il faut faire attention aussi dans les pages de ne pas avoir le même contenu. D'accord. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un autre exemple. Donc, si on a un site web qui vend des produits, où on vend des produits, on a par exemple un site web qui vend des gilets. D'accord? Donc, là, j'ai un gilet vert, un gilet jaune et un gilet noir. Donc, toutes les trois gilets ont la même description. Ce que je vais faire, c'est que si je crée trois pages avec la même description, c'est pas le même, enfin c'est le même produit, mais c'est pas la même variation, c'est pas la même couleur, bah Google il va quand même considérer ça comme un contenu dupliqué. Ah. D'accord? Donc il faut que le contenu il soit toujours unique. Mis à part qu'il doit être. Donc en fait, Okay. bah, on revient en fait, c'est à ce que je disais au début. Google, il va nous sortir les meilleurs résultats de recherche. Donc s'il va nous ressortir des contenus, le même contenu sur toutes les pages, bah ça va, nous on va plus tourner vers Google, on va chercher un autre moteur de recherche. Vous voyez? Et c'est vrai que j'avoue que Google est ton ami, tu peux tout lui demander, quoi. Ouais, Tout. c'est ça, vraiment. Même dans les cas les plus critiques, je dirais. Mais oui, tu peux tout lui demander. C'est Ouais. un truc de fou. Bon. Tu écris texto. Alors, donc là, bon, ça c'est pour le contenu dupliqué. Maintenant, donc, on revient à la neuvième technique qui est la dernière technique. Donc, c'est la mesure des actions SEO. Donc, on a parlé de ça tout à l'heure avec Julie. Donc, on a plusieurs outils pour mesurer nos actions SEO. Donc, on a Google Analytics. Bon, j'en ai cité quelques-uns. Donc, qui est Google Analytics. Donc, Google Analytics, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de comprendre l'audience. Parce qu'en fait, sur Google Analytics, on va avoir les visiteurs classés par pays, par âge, par genre, etc. Et donc là, il va nous permettre de comprendre notre audience, d'où vient déjà notre audience, son comportement, c'est-à-dire le temps passé sur notre site,
Le taux de conversion aussi, l'origine du trafic, donc qui est si en fait le trafic il vient des réseaux sociaux, s'il vient d'une source organique, s'il vient d'une source payante, vous voyez, donc c'est Google Analytics va nous permettre de détecter en fait notre audience, d'où est-ce qu'elle vient et de comprendre son comportement. Par exemple, notre audience, elle passe plus de temps sur la page d'accueil sur la page à propos, pardon, que sur la page service. On sait donc que la page service, elle n'est pas bonne, qu'il faut la retravailler. Vous voyez? Donc là, on a aussi la Google Search Console. Donc, il va offrir une multitude, pardon, de fonctionnalités pour améliorer notre site web, notamment donc la possibilité de voir comment Google indexe votre site, donc les balises métadescription, le robot.txt, la sitemap. Donc, je vais rapidement vous parler un petit peu du robot TXT et de la sitemap. Déjà, est-ce que vous avez une idée sur ça ou pas? Jamais entendu parler. Ok. Fatima, Amélie, Sébastien. Sébastien, il est parti? Non, non, je suis là. Ok. Alors, c'est quoi la... Bon, Sébastien, je pense que tu as sûrement une idée du robot Oui, oui. TXT. Ok. Tu veux que je le dise ou on laisse Oui, les vas-y. autres participer? Ok, bah si vous voulez, je sais pas. Je vous laisse faire. Moi, je suis incapable de dire ce que c'est, donc... Est-ce que Fatima, tu sais ce que c'est? Repose la question, Sharazad. Alors, la sitemap. Déjà, le nom, site, map. La carte. Voilà. Et le La- robot.txt. Donc La là, cartographie du site, en fait. là, Comme tu trouveras le plan du métro. on parle de référencement, on parle de SEO, donc c'est pas le côté graphique du site là. C'est vraiment Ok. le côté texte, le côté mots-clés, le côté contenu. Donc c'est la site des... Qu'est-ce qu'il y a dans le site? On a dit qu'il lie entre les pages du site, c'est quoi? C'est des La liens. toile. Des liens, ouais. C'est la toile, c'est les liens. C'est la maille de liens. Oui, c'est un peu comme Amélie. le mind map. C'est ça. Ok. Bon, Est-ce que vas-y. Amélie peut nous donner la réponse complète? Bah, j'aurais pas forcément été plus complet que ce que tu viens de dire, donc. Mais oui, c'est ça, c'est les liens. Enfin. Ça, Ouais, c'est- ça a l'air simple comme question, mais en même temps, pour répondre, c'est un peu... Ok, bon, Sébastien, vas-y. Alors le robot, enfin le fichier TXT, c'est c'est un petit fichier texte en fait qui va être en même temps que les fichiers qui sont hébergés sur ton site web. Et le rôle de ce petit fichier texte, c'est de dire au robot de Google quel est le plan de ton site. Comment il doit trouver ton site en fait. C'est de lui dire où est-ce qu'il doit rechercher. Donc c'est comme si tu lui donnais une feuille de route pour lui dire voilà les parties de mon site internet. À Ok. indexer. Et tu, Et non, voilà. voilà, à indexer pour l'aider justement là-dessus, pour qu'il traite les données de ton site plus rapidement. Donc lui, il va se servir, c'est comme si tu lui donnais un GPS, tu vois, une feuille de route, et tu lui dis, bah voilà, mon site il est composé de telle ou telle partie. Donc pour ton indexation, pour que tu puisses classer mon site sur Google, eh ben, tu peux lire ce fichier-là. En premier, il va regarder ce fichier-là pour voir justement ben, quel est le squelette de ton site, comment il est composé, quelles sont toutes les sections qui sont à l'intérieur. Et il va se servir de ça pour justement indexer ton site web. Voilà. Et le sitemap, en fait, c'est le squelette, pardon, de ton site. D'accord? Donc, c'est vraiment tous les liens qu'il y a sur le site. Et comment ils sont liés entre eux. Ok? C'est vraiment la carte du site. Comme en fait ce que j'ai dit, bah, comme Google. Alors normalement, avec vos hébergements web, vous devriez avoir par défaut ce petit fichier TXT que le robot va utiliser. Il est par défaut sur votre hébergement web. Ça peut arriver qu'il n'y soit pas, mais de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, en général, par défaut, il y est. Donc c'est ce qui permet justement qu'on vous trouve sur Internet si on tape par exemple le nom de votre site. Après, ça ne remplacera pas le travail que vous devez faire vous aussi pour indexer les pages ou au contraire pour mettre certaines pages en privé sans indexation, travailler les mots-clés, enfin tout ce qu'on a vu pendant l'atelier. Ça Et remplace aussi pas les ce travail-là. plugins. Il y a les plugins aussi. Bah, comme en fait, j'allais passer à ça. Les plugins comme Yoast SEO par exemple ou Rank Math là, pour WordPress. Donc ces plugins-là, ils vont générer les sitemaps de notre site internet.
Et puis, donc, si on va connecter donc, notre site internet à la Search Console, donc, ça va placer la sitemap dans la Search Console. Voilà. Vous voyez? Donc, si par Ok. exemple on remarque que notre site il n'est pas indexé, que les liens en fait qui sortent ne sont pas, que les liens de notre site web ne sont pas bien indexés, qu'on a fait le travail d'indexation sur notre site web, c'est-à-dire qu'on a indexé les pages, qu'on a indiqué qu'on voulait indexer ces pages-là, mais qu'elles ne sortent pas, il faut alors mettre à jour la sitemap sur la Search Console. D'accord? Donc ça, Ok. on peut la télécharger de Yoast SEO. D'accord? Et puis Ouais, moi j'ai Yoast aussi. la placer sur la Search Console. Donc ça, en fait, ben, quand on a la Search Console qui est déjà liée au site web, donc ça va être mis à jour assez dans je sais pas combien de temps, mais donc ça va être mis à jour régulièrement. Mais si nous, donc, on veut mettre à jour ou quand on détecte qu'il y a un problème qu'on veut corriger, donc on peut télécharger directement la sitemap du site, du plugin et la placer dans la Search Console. OK? Mais ça, c'est vraiment dans le point où vous voulez corriger. Alors, donc, bah, autre chose, en fait, donc là, pour la Search Console, j'ai dit ici que ça va nous permettre justement de surveiller la performance, pardon, de notre positionnement sur les mots-clés. Et puis, donc, pour les plugins, là, ici, comme Yoast SEO, donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous offrir des recommandations d'optimisation du contenu et de référencement afin de permettre un meilleur classement du site internet sur le web. Alors, je ne sais pas si vous avez utilisé déjà Yoast SEO, mais en fait, c'est un plugin assez complet, on va dire. Bon, moi, je préfère RankMath parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités gratuites et offerte que Yoast SEO. Parce que, en fait, pour Yoast SEO, c'est des fonctionnalités qui sont payantes, alors qu'elles sont gratuites pour RankMath. Donc là, ces plugins-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous aider vraiment dans notre contenu. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire si notre contenu, par exemple, manque dans le nombre de mots. Si, par exemple, il manque les balises alt, s'il manque des liens externes, s'il manque des liens internes. Donc, tout ça, c'est des points. Et puis après, par la suite, ils vont nous donner donc un score sur 100 pour RankMath. Et pour Yoast SEO, ça va être 3 barres. Donc, orange, rouge et verte. Voilà. Donc rouge quand il n'y a pas de mots-clés, quand on n'a rien fait. Orange quand il y a des choses à corriger. Et verte quand on est, on va dire, quand on a un bon score. OK? Ça va? Oui. Vous arrivez à suivre? Voilà, on a fini. Donc là, on passe vraiment à la conclusion. Donc en résumé, alors le SEO, c'est une stratégie vitale pour tout site web qui souhaite se démarquer de la concurrence et attirer un trafic qualifié. Cependant, il est important de se rappeler que le SEO est un processus continu qui nécessite une veille constante des dernières tendances et algorithmes des moteurs de recherche. Alors, soyez créatifs et n'ayez pas peur d'expérimenter de nouvelles idées pour continuer à offrir une expérience client exceptionnelle. Voilà. Super, merci beaucoup pour cet Bah, atelier, tout cher grand Azel. merci, c'était vraiment très riche d'informations en tout cas. Très Ben, complet, ouais, Ouais, ouais. très beau contenu, franchement, bravo quoi. merci. Bah, Ouais, j'espère c'est quand même, chouette. voilà, C'est je vous ai donné une idée. Bah, je suis pas vraiment entrée dans les détails du détail, mais voilà, j'ai voulu vous donner une idée sur le référencement pour que vous puissiez par vous-même être assez autonome et bah, à partir de ça, je pense que vous pouvez quand même commencer à chercher des mots-clés, à les placer, à suivre avec les plugins, C'est à ça. placer les balises alt. Vous avez une idée sur c'est quoi les balises alt, à bien placer les visuels, à créer un blog, à créer des pages de services homogènes. Voilà, c'est tout un tas de conseils. Donc, voilà, que je pourrais Ouais, vous donner. non, c'est très clair, ça donne pas mal de bonnes Ouais, pistes. merci, Shahrazad, hein, c'était super.